Le management face au judiciaire, les défis de l'internormativité, c'est le numéro 269 de la Revue française de gestion. Bonjour Romain Laufer, professeur à HEC Paris, numéro que vous avez coordonné avec Yvonne Muller-Lagarde, Université Paris-Nanterre. Et actuellement, vous travaillez sur la concurrence des normativités, avec un sous-titre que je trouve absolument délicieux, « Quand le tiers est aux abonnés absents, à la recherche des institutions perdues ». Oui, alors, bon, un peu d'ailleurs dans la lignée du numéro spécial de la Revue française de gestion, et un colloque a eu lieu qui traitait en général de la concurrence des normativités. Et on m'a gentiment demandé d'intervenir sur la partie théorique, sur le rôle du management, sur la place du management. Et en fait, ça posait des problèmes intéressants. C'est qu'il me semblait que l'intervention du management, qui est d'ailleurs parfois très mal vue, hein, je vais citer simplement, parce que ça vaut la peine, le gendre. Le gendre, oui, que le management peut être, comment dire, excommunié par des juristes ou des gens de culture classique. Pierre Legendre dit « Le management est un mot sans patrie et qui veut tout dire. Le management globalisé bute sur cette question inavouable, massive, ingérable. Peut-on acheter les traditions, les religions, l'esprit des peuples et les convertir en objets de marché ?» Alors, évidemment, on voit que cette présence, c'était un côté paradoxal, disons, de demander à un manager, un professeur de gestion, de parler au niveau théorique, disons, de la place du management. Il y a un scandale dans la présence du management, il faut le reconnaître comme tel. Alors, il se trouve que j'ai réfléchi à partir, au fond, de mon expérience. Depuis le début, comme par accident, j'ai sans arrêt été confronté, parce que j'étais gestionnaire, à des domaines où la gestion n'avait pas droit pas droit de citer, le management en tous les cas. D'abord le management public. Je veux dire, donc j'étais au tout début du management public, la question, c'était tout de suite un scandale. C'est un oxymore. C'est absolument. Le management dans le public. Voilà, et c'était tout de suite dit comme tel, et donc il fallait trouver une raison, disons, parce que je n'avais pas envie que ça disparaisse comme ça, j'avais envie de savoir si c'était sérieux ou pas. Et donc j'ai regardé les institutions, effectivement. L'institution disait le public est le public, le privé est le privé, et donc la séparation faisait que le management n'avait rien à y faire. Or, il se trouve qu'il trouvait sa place. Alors, j'ai regardé le droit, et le droit dans les ouvrages d'époque, Georges Vedel, etc., ou Prosper Veil, pour parler de quelqu'un qui vient de disparaître très récemment et qui a un merveilleux que sais-je sur le droit administratif, disait il y a 3 périodes dans la séparation publique-privée, période de la puissance publique qui était le 19e siècle, service public le début du 20e, et à partir de 45-60, crise du critère. Donc on avait la notion de crise qui faisait que ce qui séparait n'était plus efficace et que le management, enfin on ne pouvait plus avoir de public sans management et de management sans public. Il n'y avait que les choses hybrides en quelque sorte qui pouvaient exister. Donc ça justifiait à la fois qu'il y ait du management public et que ça fasse scandale. Puisque, voilà, donc il y a tout de suite cette internormativité du management, qui est différent de l'internormativité avec l'économie. Par exemple, Law and Economics, ça va très bien, ça s'est bien développé. Les juristes prennent une norme en droit économique. Pourquoi ? Parce que l'économie produit, et surtout l'économie classique, des normes, des lois, etc. Le droit aime les lois, et s'il lui en manque, il peut aller en emprunter aux économistes. S'il s'agit de comportements humains, il peut aller les emprunter aux sociologues. Parce que, par exemple, toutes les lois c'était Carbonnier avec les lois sur le divorce, ou avec Comaille, etc., des grandes études sociologiques pour faire évoluer le droit. Bon, ça va très bien. Mais le management, c'est pragmatique. Et ça ne donne pas, a priori, des normes. Ça en a besoin. Donc la question, c'était ce scandale qui se présentait. Alors ce que j'ai remarqué, parce que ça s'est reproduit à 5 fois, je pense, dans mon parcours, j'ai remarqué qu'à chaque fois, il y avait 5 phases
qui étaient toujours les mêmes, qui se reproduisaient. Ouais. La première, c'était une transgression, publique, privée, ou entre des nations, dans le droit international, ou, enfin, je veux dire, à chaque fois, il y avait, ou à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise, à partir du moment où on a de l'externalité. Normalement, la logique, c'est le management, c'est interne à l'entreprise, et le droit, c'est externe, et ça permet de dominer. Mais si le management prolifère et déborde partout, là encore, il y a une limite qui est franchie. Donc, la transgression. Cette transgression génère immédiatement un conflit. Voilà. Donc ça, c'était logique. À chaque fois, il y avait un conflit. Troisième cas, moi, face à ça, mais je dirais que n'importe qui, il chercherait je pense, d'essayer d'expliquer pourquoi il y a transgression et pourquoi il y a conflit et pourquoi les deux sont inévitables. Donc, on produit une théorie. Une théorie qui, par exemple, justement, la théorie qui dit, justement, il y a une histoire du critère de droit administratif, donc, désormais, c'est normal, puisque c'est une crise, donc ça va traverser, voilà, donc je sais, pour ça, je sais que cette crise a lieu et je peux la justifier, je peux justifier l'existence du management. Puis il y a une quatrième phase. Oui, puis il y a le déni. Enfin, alors, d'avant, il y a la quatrième phase qui est de formuler la forme du management. Quelle forme prend le management public? Bon, ça, c'est plus technique, en quelque sorte. Et puis, à la fin, il y a le déni. C'est-à-dire que les gens n'en veulent pas. Je veux dire, ils veulent... Donc, si vous voulez, c'était très amusant. À chaque fois, par exemple, sur la place du marketing dans la société, où ça, les gens sont intéressés, mais refusent. Fondamentale. Même l'idée de crise, finalement, elle est à la fois acceptée et refusée, même quand elle est inscrite dans le droit. Crise du critère de droit administratif. Alors la question, je me suis dit à ce moment-là, au fond, c'est vrai que les gens n'aiment pas beaucoup la théorie en ce moment, donc on comprend qu'il y ait déni. Mais même ceux qui n'aiment pas du tout la théorie sont d'accord sur le fait que ça peut être une fiction. Bon. Donc là, je dois dire que j'ai été éveillé par une phrase de Patrick Boucheron, et qui est une phrase fabuleuse dans son cours du Collège de France, que j'entends presque par hasard, mais qui immédiatement m'a capté, comme on dit. Et la phrase dit, il définit la fiction. Il dit, la fiction est cette loupe qui permet de percevoir, mais après coup, les signes avant-coureurs de notre expérience présente. Et c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que face, en quelque sorte, à un obstacle, en quelque sorte, la théorie ou la fiction vous raconte, en quelque sorte, comment, justement, la crise du critère, qui avait lieu dans les années 45-60, est un signe avant-coureur, mais on ne le perçoit qu'après coup. On ne le perçoit qu'une fois que la crise est déclenchée. Voilà. Donc, c'était de manière assez amusante, mais réelle. Donc, on comprend là encore, on comprend à la fois le déni et le fait que, malgré le déni, il faut supporter d'avoir une thèse qui est déniée, mais qui est quand même pas fausse. Avec une question clé, qui devient clé, qui d'ailleurs traverse la revue française de gestion et ce numéro, c'est l'évolution des pratiques, l'évolution des rapports de force et la question de la jurisprudence. Alors oui, la question des rapports de force. Dans ce texte-là, vous évoquez qu'on a la tradition américaine, voilà, vous revenez sur Tocqueville, enfin... Oui. C'est-à-dire que le droit, c'est quand même, si je veux dire, le droit, c'est la force. Enfin, le droit, ça n'existe que s'il y a le monopole de la violence légitime pour l'appliquer. Donc, normalement, des nations, des États. Bon, à partir du moment où il y a crise des États-nations ou du fonctionnement même de ça, de toute manière, il s'agit de force, il s'agit d'influence, etc. Et là aussi, il y a une confrontation entre la France et l'Amérique. Alors là, il y a beaucoup de niveaux. Il y a une chose très amusante, c'est Tocqueville. Parce que Tocqueville, contrairement à ce qu'on pense, Tocqueville est donné en général justement comme un merveilleux anti-théoricien, alors qu'en fait c'est un théoricien extraordinairement rigoureux. Et en particulier, c'est une très belle défense de la théorie, c'est le chapitre 2 du 2e volume, des idées dogmatiques dans les démocraties, ou quelque chose comme ça, où il dit qu'il est impossible qu'une société n'ait pas d'idées dogmatiques. Parce que, justement, pour que le droit puisse fonctionner, il faut qu'il y ait un noyau commun de certitudes accepté par tous, que nul n'est censé ignorer, que le droit est censé connaître et qu'on applique. Et ça, c'est vrai en Amérique comme en France. Alors, ça fonctionne différemment. En France, on a un droit dogmatique,
Parce que, et ayant un droit dogmatique, on a d'ailleurs une chose assez curieuse, c'est l'absence de philosophie du droit jusque dans les années 70. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas que dans l'univers du droit, il y ait une bagarre entre deux sources de dogmes. Le dogme juridique et le dogme philosophique. En Amérique, c'est pas pareil, parce qu'ils sont pragmatiques, leur droit est beaucoup plus concret au XIXe siècle. Porte sur les cas singuliers. Et sur des cas singuliers, de manière extrêmement chaotique, d'une certaine manière, et diversifiée, ce qui, pendant très longtemps, n'a pas posé trop de problèmes. Ils se faisaient des petites expériences, si j'ose dire, pragmatiques, c'est-à-dire, ils fixaient des jurisprudences par antécédent, mais sur des petites séquences de 5, 6, 10 séances, ils fixaient des choses. Tout ça fonctionnait différemment dans différents lieux. Jusqu'au moment où, je pense, les entreprises sont devenues tellement grandes et tellement puissantes qu'elles ne pouvaient plus être localisées. Elles avaient des effets sur tout le monde. Donc le danger, c'était que les décisions des juges pragmatiques apparaissent arbitraires. Alors évidemment, avant, elles n'étaient pas totalement arbitraires, parce qu'elles étaient inspirées un peu, ou pas mal, de l'importation du droit de la common law anglaise. Mais en fait, tout ça était un micmac assez plus ou moins confus. À la fin du 19e, il fallait justifier toutes ces décisions. Donc on a en Amérique le problème inverse. On n'a pas de droit dogmatisé, et il faut montrer que ce n'est pas arbitraire. Donc il faut une philosophie du droit qu'ils vont appeler jurisprudence. C'est-à-dire que nous, la jurisprudence, c'est l'ensemble des décisions singulières. Eux, jurisprudence, c'est la philosophie ou la théorie du droit. Il suffit d'ouvrir le dictionnaire Oxford Dictionary pour voir que c'est la définition de la jurisprudence. Et ça a conduit à l'enseignement, un cours de jurisprudence en Amérique dès la fin des années du 19e siècle. Voilà. Et au milieu coule un management comme système quasi juridictionnel. Oui, parce qu'il s'agit, on peut voir le management comme un système de résolution des conflits. C'est pas la seule chose, mais c'est une de ses grandes fonctions. Hein, on a une administration. Là encore, le mot anglais est extraordinaire. MBA, c'est Master in Business Administration. En France, administration, c'est l'État. Là-bas, administration, c'est l'organisation. Bon, une organisation, d'après Max Weber, ça a une formule écrite. Et cette formule écrite permet de résoudre les conflits internes, qui sont acceptés conventionnellement par ceux qui travaillent à l'intérieur de l'organisation. C'est quasi juridique. Pourquoi ? Parce qu'il y a un système de normes qu'il faut respecter. Si vous ne les respectez pas, vous allez être puni ou exclu. Mais si vous n'êtes pas content, vous pouvez aller devant le juge de droit commun, et donc c'est quasi juridictionnel. Vous voyez ? Et alors, pour que ça marche, on peut définir le langage que représente le management, et c'est fondamental d'ailleurs pour le rapport entre droit et management, c'est que le management est aussi un langage. Et donc, d'une certaine manière, entre droit et management, il y a des échanges de langage. De ce point de vue-là, ils n'ont pas de problème. Pour aller plus loin, numéro spécial de la Revue française de gestion, le management face au judiciaire, comme autant de moments où dans les articles, les auteurs mettent aussi un peu en musique ce que vous venez de nous expliquer. Et donc, bravo pour ce texte, Concurrence des normativités, qu'on retrouvera bientôt, non, je suppose, dans une revue, mais j'ai oublié le nom de la revue. Bon, vous reviendrez nous en parler. Avec plaisir. Merci Romain Loffer. Merci.